J'ai une petite anecdote pour vous. Je reçois quelqu'un et il me dit que un de ses clients l'a appelé pour lui dire « Je suis en train de m'acheter un avion. Peux-tu m'aider pour le financement de cet avion-là? » Boum! Je ne savais même pas qu'on pouvait financer un avion. Dans ma tête, on achète un avion, sûrement tu payes cash. C'est les ultra riches qui achètent des avions. Mais lui, il est courtier hypothécaire commercial et son mandat, c'est d'aller financer un avion. S'il est capable de financer un avion, imaginez comment il peut vous financer tous vos deals, vos opportunités commerciales. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, de finance. Alors si ce sont des sujets, oui, si ce sont des sujets, des thèmes qui t'intéressent, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est quelqu'un que depuis les 8 dernières années, depuis plus de 8 ans, cette personne-là se spécialise dans le financement commercial. OK? Il a développé cette expertise-là. Donc, si vous désirez financer un commerce, du semi-commercial, des terrains, de l'industriel, un restaurant, un avion, puis j'ai failli oublier, du multi-logement, du moyen et des très gros, des tours, des édifices de bureaux, c'est la personne pour vous. OK? Et il va nous partager ses trucs, ses connaissances, il va nous partager aussi son savoir-faire, il va nous partager, qu'est-ce que j'adore dire? Les pépites d'or. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je vous présente Jonathan Gagnon, courtier hypothécaire commercial chez Orbis et aussi il est actionnaire chez Orbis. Alors, je n'ai pas juste le courtier, j'ai un actionnaire de l'agence hypothécaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci au Jonathan. Plaisir. Et sincèrement, tu sais qu'est-ce que j'ai aimé avec toi la première fois que je t'ai parlé? Tu m'as dit quelque chose, c'est drôle, je me rappelle comme si c'était hier. On était en novembre, on était dans les alentours de octobre-novembre 2023. Puis, tu sais, avec la hausse des taux, l'inflation, tout ça, tu sais, les nouveaux courtiers qui capotent un peu, qui stressent, les acheteurs qui se font dire non, c'est pas le bon temps d'acheter, d'attendre que le marché va crasher, puis ça va être là le bon moment pour acheter. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit comment ça va, puis tu m'as dit une chose, tu m'as dit, hey, ça va super bien, il y a tellement d'opportunités puis de possibilités, fait que life is beautiful. Puis j'ai fait comme, wow, c'est ça le thinking des gens dans le commercial, puis c'est pour ça que je me suis dit, t'es quoi, Joe, il faut que tu viennes dans mon entrevue pour que je puisse comment je pourrais dire, te présenter à mon audience. Ah ben c'est gentil, j'apprécie. Merci de m'avoir sur le show. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours, ton background, puis comment tu t'es rendu, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Écoute, j'ai un background, moi, d'athlète professionnel dans une autre vie, on va appeler ça comme ça. Et puis, à l'époque, ma mère a toujours été banquier. C'était une des premières directrices de banque femmes au Québec. Elle travaillait pour la Banque nationale à l'époque, dans les années 80. Okay. Donc, je me rappelle que j'étais jeune, elle m'amenait dans une petite voûte. Là, ils ne gardent plus d'argent là-dedans, mais bon, j'avais des gros yeux. Puis, écoute, par la bande, après ma carrière d'athlète, ma mère était rendue dans la planification financière, elle était directrice de cabinet. Donc, j'ai eu ma formation de planificateur financier. Je suis allé dans le domaine. J'ai détesté, franchement. Ah ouais? Ouais, les placements, les fonds mutuels, les assurances, c'était pas pour moi. Et puis, dans ce temps-là, écoute, par la bande, j'avais une copine, sa sœur travaillait pour la banque TD. Elle m'a dit, écoute, je te verrais faire des hypothèques là, résidentielles, tout ça. Va rencontrer la personne qui engage là-bas. Ouais. Puis, écoute, je suis allé, puis je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis, écoute, ça a vraiment décollé. J'étais en mesure d'avoir beaucoup de succès au résidentiel. En quelle année? T'avais quel âge? Écoute, je fais ça depuis 18 ans. Wow! Juste comme ça, on camera, je peux pas. Mais tu sais, ça fait longtemps. Puis, écoute, je me suis bâti quand même une
très belle business au résidentiel. J'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai rencontré beaucoup de personnes, comme je t'ai dit, off camera. Ouais. J'étais venu dans le bureau ici, là, à l'époque, ça doit faire 12, 13, 14 ans. Hey boy. Dans ce bureau-là. Demander de la business au courtier à l'époque. C'est le fun. On a fait beaucoup de millage depuis. Exact. Et puis, j'ai été planificateur financier quelques années. Donc, ce que j'avais aimé, c'est le côté advisor, le côté conseiller, si tu veux. Et puis, moi, il est venu un moment, je suis un petit peu fait drôlement, dans le sens que quand je suis plus stimulé par quelque chose, mon métier, je suis capable de carrément tout abandonner, tout laisser de côté, puis recommencer de quoi de nouveau. C'est ce qui est au commercial. OK. C'est sûr que, bon, pour avoir travaillé pour des banques, j'avais une bonne base. J'ai été SBA aussi en succursale. Mais ce qui est important de dire là-dedans, c'est que c'est vraiment le côté conseiller. Je voulais apprendre, j'avais pas peur de recommencer à zéro. Le genre de choses en vie que tu dis, si c'était à refaire, est-ce que je le referais avec la difficulté qu'on a eue? Je veux dire, au départ, quand tu es connu comme au résidentiel, puis tu arrives au commercial, ben les banques me rappelaient même pas. Fait que c'est une expérience qui était très... Wow. c'est très humbling, que le mot m'échappe, mais je veux dire, ton humilité, il faut que tu la travailles. Là, exactement, tout à fait. T'apprennes. J'étais rendu à un point dans ma vie où je me voyais vraiment j'avais plus à offrir en avoir une approche plus conseillée. Puis vraiment, comme je te dis, ça a été très difficile. J'ai travaillé très fort. Je travaille encore très fort aujourd'hui, mais on est en mesure de bâtir quelque chose. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Nice. Très bien. Puis là, maintenant, tu es rendu où? C'est quoi ton poste? Qu'est-ce que tu fais? Puis pour quelle agence aussi? On ne l'a pas nommé. Je suis avec Orbis. Orbis, qui est une agence qui existe depuis plus de 5 ans maintenant. Nice. Qui a été formée par Teddy Kiris. Teddy qui est très connu dans le domaine. Puis moi, au départ, ça faisait 1 an que Teddy avait fondé Orbis. On avait travaillé ensemble avec la Banque de Montréal. OK. Donc, on avait déjà eu des pourparlers. Puis moi, je me disais, écoute, c'est une nouvelle agence, je veux voir comment ça va un petit peu avant de me joindre. Puis finalement, je m'étais joint dans le but, évidemment, de former le département commercial et puis d'aller chercher les leads des représentants résidentiels parce qu'on est rendu une centaine de courtiers hypothécaires chez Orbis. Donc, les choses vont très bien aussi. Je pense qu'on a fait beaucoup de bruit dans le marché. Puis, je veux dire, le branding va très bien. Les gens nous connaissent de plus en plus. De plus en plus, big time. Donc, ça, c'est super plaisant parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Donc, par la bande, je me suis dirigé dans un rôle de gestionnaire. C'est pas moi nécessairement qui ai choisi ça au début. C'est vraiment, je te dirais, la vie qui m'a amené là. Okay. Quand je me suis joint aussi, ça fait presque 5 ans, j'avais peut-être pas la patience, j'étais pas la même personne. Puis je me voyais pas à l'époque former des représentants, gérer des égos aussi. Oh, parce que, oui, c'est sûr. Tu le sais, on en parlait off-camera tantôt, notre métier se ressemble beaucoup. Ça reste de la vente purement, donc il y a un go roller coaster. Tu as des journées qui sont fantastiques, que tout va bien, puis tu as des journées où la loi de Murphy s'applique, puis tout va mal. Donc là, maintenant, je suis rendu vice-président au département commercial chez Orbis. Donc, je fais encore des dossiers, je sers ma clientèle. Mais surtout, mon rôle premier, c'est évidemment d'aller embaucher des gens de qualité, de les accompagner, de les aider, puis d'aller chercher, dans le fond, des leads dans le marché, de faire du développement d'affaires, ce que j'adore faire aussi. Et puis, reste encore, comme je te disais, je vais servir encore ma clientèle parce qu'il y en a, ils sont habitués à moi, tout ça. Mais mon rôle premier maintenant, c'est vraiment un rôle de gestion. Puis ça fait combien d'années exactement under your belt, là, en dessous de la ceinture, dans le commercial spécifiquement? Dans le commercial, c'est ma 8e année. Nice. Ouais. Fait que tu t'es battu un réseau, tu as de l'expérience, puis, comment je pourrais dire, je trouve que tu es la meilleure personne pour être assis, pour parler à mon audience, parce qu'avec tes 8 ans d'expérience, sincèrement, je pense que tu vas vraiment pouvoir répondre à toutes nos questions. Parce que, vu que maintenant, tu as plus un rôle de gestionnaire puis de développer la business, je trouve que les questions que je vais te poser, toi, tu es la parfaite personne pour répondre. Là, you're like the umbrella, so tu as toutes les connaissances en bas de ça. C'est gentil. Mais écoute, moi, je te dirais que mon 8 ans a probablement été doublé avec la pandémie. C'est sûr. Parce que
tu sais, ça a été... Je ne peux pas revenir là-dessus parce que les gens, on en a tellement entendu parler, on entend encore parler du COVID, mais reste que pour moi, comme banquier, la pandémie m'a permis de me positionner dans un marché auquel je n'avais pas accès avant. OK. Avec des gens plus fortunés, avec des gens qui avaient des besoins différents, parce que les banques, du jour au lendemain, refusaient de faire certaines choses qu'ils faisaient avec un coup de fil avant. Okay. Fait que ça nous a permis vraiment de jouer dans une clientèle auquel on n'avait pas nécessairement accès avant. Ça nous a permis de voir beaucoup, beaucoup de volume. Nice. Puis, je te dirais qu'humblement, vraiment, ça a fait de moi une meilleure personne, puis un meilleur banquier. Peux-tu m'énumérer le type de commercial que vous faites, le type de financement commercial que vous faites? Ben, écoute, le financement de bridge du terrain, des dossiers de développement, tout ce qui est multilogement, tout ce qui est industriel, tout ce qui est bâtisse commercial, du propriétaire occupant, ça peut être un pharmacien qui sauve un bureau. Il y a différents types. Les gens ne le savent pas tous, mais tu peux aller chercher 100% de financement quand c'est on appelle ça owner ou propriétaire occupant. Donc, écoute, c'est tout ce qui est backé par de l'immobilier. OK. Puis, tu me pardonneras mes anglicismes à quelques reprises. On travaille beaucoup en anglais. Heureusement, malheureusement, tu le sais, il y a beaucoup d'acronymes, surtout commerciaux, Ça, c'est sûr. qui sont en anglais. Donc, si jamais, là, je fais un petit lapsus. Puis là, petite anecdote rapide aussi, on peut ouvrir la parenthèse puis la fermer, mais tantôt, tu me disais off-cam, tu finances même un avion présentement. Oui, bien écoute, comme je te disais off-cam, j'adore apprendre, puis j'aime pas ça dire non. Puis je me dis toujours, puis je dis souvent ça à mes clients, je dis écoute, s'il y a un financement, si c'est possible de financer, on va le faire, on va le trouver. Je suis quelqu'un, comme je te dis, même je fais moins de business moi-même, j'aime ça être le corps arrière puis aider mes représentants. 100%. Ils vont m'appeler, ils vont dire écoute, Jonathan, j'ai un lead, j'ai un avion. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je dis écoute, j'en ai des clients qui ont des avions, on va les appeler, on va appeler des banquiers, on va s'informer. C'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on peut pas le faire. Fait que, si on peut aider un client puis apporter de la valeur, ben, fantastique. Puis sinon, ben, on le dirige tout simplement là, à la bonne personne. Puis, that's it. Moi, on a appris. Puis, je veux dire, je trouvais quand même ça très cool. Un beau challenge là, de financer un avion. Oui, c'est le fun. Puis, je veux dire, j'aimerais ça, poster ça aux médias sociaux. Big time. Un avion. Quelque chose de cool. Mais là, je te ramène un petit peu, pas en arrière, mais je te ramène plus, genre, plus proche du résidentiel. Oui. Tu le sais comme moi, puis ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, surtout quand les gens veulent se lancer dans du multilogement commercial. Le classique, c'est que, OK, quand je veux aller dans le commercial parce que au financement commercial, ils vont moins regarder l'acheteur, l'investisseur, ils vont plus regarder le bâtiment qu'ils achètent. Mais dans les faits, toi, je sais, tu fais du financement hypothécaire, vous n'allez pas juste vous arrêter au bâtiment. Le prêteur ne va pas juste s'arrêter au bâtiment. Ça va être quoi la liste de documents que vous allez quand même demander à l'acheteur? La liste de documents peut être très exhaustive, surtout si ton acheteur a déjà de l'immobilier. Mais pour répondre à ta première question, on regarde le client quand même. Merci. C'est sûr, on va regarder moins la capacité, dans le fond, au niveau du salaire du client, ça va être moins important. Sa valeur nette, dans le fond, va être très importante. Wow, ça c'est un Normalement, bon point, il y a une règle. Si tu soumets un dossier à la SCHL, tu dois avoir une valeur nette personnelle de 25% minimum du montant que tu empruntes. Oh, donc, tu dois avoir une valeur nette d'1 million si tu demandes un prêt de 4 millions. OK, donc numéro 1. Donc, on va regarder ton crédit aussi. Super important. Tu sais, si quelqu'un a fait faillite et c'est un mauvais payeur, ben, il ne peut pas dire je vais aller dans le commercial, mes problèmes sont réglés. Non. Ça ne marche pas comme ça du tout. J'adore. Donc, il y a l'expérience aussi qu'on va regarder. Exemple, toi, je veux dire, tu fais du commercial depuis quelques temps. Tu es surtout reconnu par le passé pour avoir fait du résidentiel. 100%. Donc, c'est cette clientèle-là qui change, ils ont une habitude qui sont très différentes au niveau de qu'est-ce que ça va prendre pour obtenir un immeuble commercial. Et puis, ceux qui n'ont pas d'expérience qui viennent te voir, parce que souvent, bon, écoute, un cas comme toi, tu gardes ta clientèle, puis ils viennent te voir en disant « Chris, j'aimerais ça acheter un 6 logements. Mais tu sais, il faut qu'ils comprennent qu'un 6 logements, ça va être correct, right? Mais si tu n'as jamais fait d'immobilier commercial de ta vie, puis tu arrives, puis je m'achète 64 portes. Hey boy! Ben, il y a un volet que la SCHL regarde, qui est super important, qui est le volet expérience. Est-ce que j'ai déjà managé, excuse-moi l'anglicisme encore, des propriétés, correct. des grosses propriétés? Parce que, oui, ça existe des gens qui sont mauvais gestionnaires. Puis que ça fait tout. Puis ça, à quelque part, on le voit quand on voit qu'il y a des propriétés dans le marché à vendre, avec une moyenne de locative par unité de 700$ quand le marché est à 14-1500. Facile, des fois, exact. ça peut être
c'est pas nécessairement de la mauvaise gestion. Ça peut être que les gens sont là depuis longtemps ou ça peut être que c'est des gens qui ont de la misère à vendre l'augmentation de revenus. 100%. Fait que ça rentre dans la gestion. Donc, souvent, si quelqu'un a les fonds, le crédit, la valeur nette, mais il n'a pas l'expérience, ça se peut que la SHL rajoute une condition et puis il oblige ton client à donner un contrat à un gestionnaire de propriété pour la première et la deuxième année. Donc ça, c'est important à mentionner là, pour les gens qui veulent acheter des plus grosses bâtisses. Tu as vu ça dans les dossiers, des conditions que faut absolument qu'il y ait un gestionnaire. Ouais. Des fois, ça va être évidemment le classique, me rajoute plus de mise de fonds. Pas vraiment. Non, commercial, c'est pas une question nécessairement de mise de fonds. Puis c'est un bon point parce que ça, c'est une mentalité résidentielle. Des fois, c'est le problème qui règle tout. Mais un peu plus de cash, ça va être correct. Non, commercial, c'est vraiment... Premièrement, on va soumettre un dossier, on sait combien la mise de fonds on a besoin. Okay. Ça peut varier, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails selon le mouvement des taux, parce que c'est rare qu'on va réserver des taux dans des dossiers commerciaux. Dans le multi, oui, on le fait plus dernièrement depuis la pandémie parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Okay. Mais c'est quelque chose qui est moins de l'acquis qu'au résidentiel. Tout à fait. Ça va être quoi, par exemple, l'autonomie? Justement, ils vont imposer un gestionnaire, mais ça peut être quoi d'autre comme condition? Au niveau, parce que, comme tu vois, j'aime ça parler d'immobilier, évidemment, donc je m'éloigne un peu. Je ne vais pas trop m'égarer. On va revenir à la documentation qu'on a besoin. OK. Normalement, écoute, quand on a un lead, si tu veux, ou quand, mettons, un gars comme toi dit, écoute, Joe, je veux mettre un listing en ligne, j'ai des gens intéressés, j'aimerais ça savoir, on va dire un 12 logements, ce serait quoi un prêt en date d'aujourd'hui? OK. Fait que moi, je vais te demander, écoute, ça me prend ton listing, premièrement, puis j'ai besoin de savoir les revenus et les dépenses à jour. 100%. Puis je vais avoir des questions qui vont être un petit peu plus poussées aussi. Exemple, as-tu des lockers qui ne sont pas utilisés? As-tu des places de parking qu'on peut monétiser? Parce que ça, en parlant à un évaluateur, on peut apporter... C'est pas parce que c'est pas loué que ça n'a pas de valeur. Puis la buanderie? Même chose. Même chose. Nice. Okay? It's good to know. La buanderie n'est pas utilisée, mais la buanderie, normalement, soit les gens l'oublient ou soit on n'a pas le revenu. Mais oui, on peut utiliser tout ça. Fait que moi, je demande ça pour maximiser le prêt. Plus j'ai de revenus, donc plus grand sera le prêt. Tout à fait. Ensuite de ça, je vais regarder ta fiche, les revenus, les dépenses. Et puis, s'il manque des choses, je vais t'appeler. Puis si on a tout, normalement, c'est évidemment le rent roll, la liste locative à jour. OK? Quand on se rapproche aussi des dates de renouvellement, si tu as des baux qui ont le renouvellement déjà signé, puis ça va être effectif dans quelques mois, on peut prendre l'augmentation de revenus. C'est super important. Okay. C'est des choses que souvent les gens dans l'industrie ne vont pas au fond des choses à ce niveau-là, puis c'est super important. Ça, c'est vrai. Parce que ça peut faire la différence pour toi entre vendre un immeuble puis pas le vendre, puis entre un acheteur, d'être content d'acheter ton immeuble, puis qu'il manque 100 000 100%. Ça peut faciliter le financement, justement. Donc, liste locative à jour, information pertinente sur l'immeuble, exemple, l'âge du toit, l'âge des fenêtres, des trucs comme ça. Des trucs parce que c'est bon que ton client sache combien je vais avoir à mettre là-dedans, puis quand. Puis ça sécurise le prêteur aussi, de 100%. Voir tout ça. Parce que nous, le prêteur, on doit connaître le client, mais la propriété, quand je la présente au prêteur, je dois la connaître autant que toi. Parce que je dois vendre la propriété aussi. Fait que pour les courtiers qui nous écoutent, faites détailler le plus possible vos fiches descriptives. Puis les vendeurs aussi, votre documentation le plus à jour, puis le plus de documents d'informations sur la propriété, ça va faciliter le financement, refinancement aussi. Définitivement. Mais en gros, on parle beaucoup, puis parce que c'est un sujet intéressant, évidemment. Moi, je te dirais, règle de base dans un fichier, si, mettons, je m'adresse à des courtiers comme toi, liste locative à jour. Okay. Important de mentionner, c'est quoi la taille des unités? C'est un 4,5, un 5,5, un 1,5. D'accord? Ensuite de ça, c'est quand que les baux sont expirés. Il reste un mois au bail. Au niveau des dépenses, bon, taxes municipales scolaires, assurance annuelle, super important. Ah ouais? Frais d'énergie. OK. Frais d'énergie, y a-tu du gaz ou de l'hydro? Puis frais d'énergie, c'est important de savoir, il y a deux types de frais d'énergie par dans une immeuble. Les frais qu'on paie, si, mettons, moi, j'ai un loyer que je loue, meublé, éclairé, chauffé, tout le kit. Tout à fait. Donc, moi, je vais payer pour, donc je vais avoir des dépenses assez substantielles. Si c'est les locataires qui paient ça, des fois, les courtiers vont me dire, mais là, le locataire paye. OK, mais il y a des aires communes. Exactement. Right? La cage d'escalier. Communes, même si c'est 1 250 750 $, 1500 $, on doit le savoir quand même. Parce que sinon, tu sais, un petit montant comme ça peut faire une différence dans le financement. Puis après ça, ben, si moi, je suis pas très professionnel dans mon approche quand je te demande à toi des informations. Puis après ça, ben, je retourne à ton client un mois plus tard. Genre, finalement, ça va te coûter 50 000 $ de plus de mise de fonds parce qu'on a ajouté une dépense. Ben, moi, je suis pas professionnel. Ton client,
Tout le monde, là, T'sais, les professionnels de la transaction, ça les fait pitié. transactions, souvent, les gens vont dire c'est du commercial, on n'est pas à 50 000 près. Dans certains cas, oui. Oui, big time. Une autre question pour toi. Quelqu'un qui veut se lancer dans le gros multilogement, Oui. puis c'est son intention, il prépare le terrain. Tu dirais, ce serait quoi la mise de fonds minimum là, pour considérer, OK, tu sais quoi, je peux rentrer dans cette game-là? C'est difficile à dire, Chris. Mais je sais, si on écarte, admettons, les coins comme Shawinigan, les coins éloignés, mais dans le Grand Montréal environ. Moi, je te dirais que je ne mettrais pas un montant. OK. OK. Moi, je te dirais que je te suggérerais une rencontre avec le client, nous trois. OK. Puis s'il n'est pas à l'aise de parler de ses finances, des fois, bon, il va dire, OK, donne le go à Chris. Tu sais, au moins de me compléter un bilan financier personnel. De dire à quelle liquidité tu as accès. Parce que, tu sais, 150 000 va peut-être t'acheter un 6, peut-être t'acheter un 8. Je veux dire, chaque building est différent. Puis on va regarder qu'est-ce que ça peut acheter, mais en même temps, tu peux prendre 2-6 logements avec des revenus et des dépenses différentes. Tu vas avoir des prêts complètement différents. C'est vrai. Tu n'en auras pas. Puis après ça, il faut que tu regardes, bon, ce client-là, s'il achète tel bâtisse, qui a besoin d'un peu d'amour, exemple, qui a des loyers vacants, y a-tu assez d'expérience, y a-tu équipé pour financer les travaux, exemple, ou les payer lui-même, les faire, après ça, gérer la location de l'immeuble. C'est toutes des questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est plus quelqu'un qui va avoir besoin d'un immeuble clé en main? Mais dans ce cas-là, tu vas avoir ta réponse. Tu vas chercher plus, peut-être, des nouvelles constructions, des trucs du genre. Tout à fait. Fait que ça, vraiment, c'est difficile de chiffrer. Je comprends. L'important, c'est de voir c'est quoi ton maximum que tu peux utiliser. Puis après ça, tu recherches dans quel coin. Puis après ça, laisse-moi puis Chris te présenter des propriétés. Donc, toi, tu vas m'envoyer des listings que tu trouves intéressants. C'est sûr que je vais te donner un ballpark. C'est clair. Parce que si ton client, il a, je sais pas, 100 000, ben, on ne regardera pas des 24 portes. Non, ça c'est clair que non. It's not gonna happen. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est du travail d'équipe. 100%. Parce que souvent aussi, les clients se font bombarder puis se découragent. Parce qu'ils disent, c'est quoi l'affaire? Ou un client ne va pas nécessairement comprendre que des fois, il y a des buildings qui sont vendus selon le potentiel d'augmentation de loyer. Fait que, tu sais, tu vas m'envoyer un exemple, un 12 logements, puis si tu as vendre 2,4 millions, puis moi, je vais te dire, ben, on va chercher un prêt d'1,5 maximum. Ton client va dire, ben, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Il faut que je mette quasiment 50 de mise de fonds. Exactement. Fait que, tu sais, il faut expliquer pourquoi. Surtout pour, tu sais, ta question, c'était plus pour les gens qui commencent à investir. Fait que je te dirais vraiment bien s'entourer. OK. Puis c'est sûr que, tu sais, à la fin de la journée, je vais dire, Chris, on a ça pour travailler. Fait qu'on va regarder une certaine gamme de produits, je te dirais, au niveau de plus du nombre de portes. OK. Mais c'est sûr, ouais. Non, je comprends. Mais de dire un client, je vais te peinturer dans le coin, toi, ton 150 000, ça te donne... Tu sais, je cherche, mettons, 1,5 million ou 1 million. Mais non, c'est clair que non. C'est sûr. C'est pas ça du tout. Perfect. Puis, je t'amène du côté industriel, entreprise, restauration. Oui. Ce serait quoi environ les conditions de financement puis de mise de fonds, admettons, quand on regarde de l'industriel, soit de la restauration ou des entreprises? Je sais que c'est des domaines différents, là, mais... La restauration, c'est un ballpark. On va regarder beaucoup de choses, right? Parce que, bon, depuis la pandémie, c'est sûr que les banques sont un petit peu plus réticentes. C'est comme le retail, puis dernièrement, les édifices à bureaux qu'on a vu que on reçoit des courriels, la grande majorité des banques refusent carrément de financer ça à large, même si c'est des édifices rentables. Okay. Il y a des solutions, évidemment. Il y a certaines banques qui le font encore. Mais ça reste que c'est comme pour la restauration. On va regarder, bon, c'est qui est en place, right? Est-ce que c'est un restaurant franchisé? Exemple, un Subway, un McDo, Keg ou Casual Sport. Okay. Donc, est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est un restaurant qui n'est pas connu? Est-ce que, évidemment, c'est un achat? Est-ce que c'est du propriétaire occupant? Est-ce que tu achètes un immeuble dans lequel il y a un restaurant qui a un locataire qui exploite? C'est vraiment... C'est pas le même type de financement. Donc, on va toujours regarder, évidemment, pour un investisseur, exemple, toi, tu as un client, il dit, moi, je vais acheter 4 logements. Il y a 3 résidentiels en haut, puis tu as un restaurant en bas. Mais la banque va dire, pas de problème, mais le restaurant est là depuis combien de temps? Right? Puis c'est qui le restaurant? Donc, normalement, dans un achat comme ça, tu vas aller chercher 75% maximum de la valeur. OK. De la valeur économique qu'on appelle. Ouais. Puis ça aussi, il faut faire attention parce que quand on dit 75%, c'est toujours le montant le plus petit. En plus. Nous, on travaille avec la valeur économique. La valeur économique, mais évidemment, c'est le banquier qui le calcule. On va regarder c'est quoi ton NOI ou ton revenu net. Et puis, on va regarder c'est quoi les taux de capitalisation. On ne va pas nécessairement rentrer là-dedans aujourd'hui. Ça, c'est les comparables, les évaluateurs pourraient nous aider avec ça. 100%. Mais en force d'en faire, on le sait.
Fait que, tu sais, règle de base, dans l'immobilier commercial, au niveau locatif, quand tu n'es pas propriétaire occupant, c'est 75% maximum. OK. Dans le propriétaire occupant, lorsqu'on va les revenus de l'immeuble ou la superficie va être, normalement, certaines banques, c'est 30%. On va prendre une règle de base, on va dire la moitié de l'immeuble. Exemple, toi, tu t'ouvres un bureau. Ouais. Puis j'en ai fait beaucoup des prêts pour des courtiers. Tu t'achètes un condo commercial. Toi, tu pourrais aller chercher 100% de financement. Tu pourrais même financer les avances locatives. Évidemment, il faudrait regarder tes états financiers ou, dans le cas des états financiers du restaurant, puis regarder, écoute, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a une capacité dans les états financiers? Quand tu es propriétaire occupant. Ce qui arrive, c'est que dans les restaurants, dans le moment, la règle n'est pas nécessairement applicable. Ça va dépendre c'est qui le restaurant. Très rare qu'une banque va dire, c'est comme traiter un dossier d'un restaurant comme un courtier immobilier, va dire, écoute, on veut que tu aies un peu de skin in the game. Étant donné que les restaurants, il y en a plein qui ferment, on va le faire, mais on va le faire, je sais pas moi, à 80%. Je comprends. Ou à 90%. Mais 100% dans la restauration, c'est rare, à moi, encore une fois, d'avoir quelque chose de connu, de solide, avoir de la répétition. C'était du lourd, ça. C'était du lourd. Dites-moi dans les commentaires. Que pensez-vous de l'entrevue? Est-ce que vous aimez ce genre de contenu-là? Est-ce que vous aimez ce genre d'experts là dans leur domaine que je vous amène, qu'on est en mesure d'aller creuser dans leur tête pour en savoir plus sur leur savoir-faire, connaître leurs compétences, mais pas juste ça, comment on peut appliquer ces notions-là dans notre day-to-day d'investisseur immobilier. Alors écrivez dans les commentaires Better Call Chris. Si vous aimez ça, des entrevues de ce genre, Better Call Chris dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. C'est la meilleure façon de me faire connaître, de me redonner pour tous les efforts et qu'est-ce que je fais pour vous. Et ça me fait plaisir, ça vient du plus profond de mon cœur. Mais pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça va permettre à ma chaîne de se faire connaître encore plus à des personnes comme vous, avec qui vont pouvoir bénéficier de ces connaissances-là et des pépites d'or que je vous partage. Et je vous félicite en passant de faire partie du 1% des gens qui commencent quelque chose et qui restent jusqu'à la fin. Et si vous désirez en savoir plus, avoir plus de stratégies gagnantes, du contenu wow pour vous permettre d'aller prendre action dans l'immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.